Bonjour à toutes et à tous, chers confrères hydrogéologues. Alors, moi-même, je ne suis pas dans le milieu de l'hydrogéologie, mais j'ai affaire à des hydrogéologues, hein. Je suis dans le secteur minier, dans l'exploration et le développement de projets miniers, actuellement en Afrique de l'Ouest, hein, dans le domaine de l'or. Donc, je cherche de l'or, puis après, il faut développer des projets, et c'est là qu'au moment de la définition des, des ressources, des réserves, des fosses ou des ouvrages souterrains interviennent des hydrogéologues. Donc j'ai 20 ans plus de 20 ans de carrière et en parallèle, je suis délégué de la Société géologique de France auprès de la Fédération européenne des géologues. Cette fédération délivre un titre qui s'appelle le titre de géologue européen, qui est internationalement reconnu et c'est une garantie de qualité. C'est ce sur quoi va porter mon exposé. Euh, j'ai euh, j'ai fait venir deux confrères, Patrick Lebré, également issu du secteur minier, et Bonjour. Nicolas Rey, qui est lui-même hydrogéologue, et géologue européen. Nicolas qui nous fera part et Patrick aussi de leur engouement pour ce titre et bien sûr pour vous montrer un petit peu les bénéfices que les hydrogéologues peuvent en tirer. Donc, l'exposé porte sur le besoin de certification professionnelle en géosciences. Et donc, géosciences, c'est général, hein, c'est pas que pour le secteur minier. Et je vais m'appuyer sur le titre de géologue européen. Donc, les géosciences aujourd'hui sont très sollicitées, euh, exposées aux défis sociaux, environnementaux que vous connaissez. Les géologues, on va dire les géoscientifiques, hein, si vous voulez, interviennent dans de multiples domaines de responsabilité, donc dans la gestion responsable des ressources naturelles, y compris l'eau et la géothermie, euh, dans la protection de l'environnement et de la santé publique, avec notamment la gestion des eaux usées, hein. Donc là, je souligne tout ce qui peut être avoir attrait à l'hydrogéologie, dans la construction éco-responsable et dans l'innovation et la recherche, notamment face aux défis de la transition énergétique et numérique. Donc, les compétences des géologues sont très recherchées. Pourquoi? Parce qu'ils savent gérer de grands projets. Ils sont capables, ils sont capables à la fois de comprendre des objets naturels et on possède des compétences numériques et de terrain. Euh, Ces personnes, enfin ces professionnels, font aussi face à de multiples parties prenantes, à la fois les décideurs, les régulateurs. Vous avez ensuite les fournisseurs, les financeurs, et puis vous avez bien sûr la société civile et les médias. Et donc on est confronté ces multiples parties prenantes qui attendent quoi du géologue ou de l'hydrogéologue, c'est qu'ils apportent une expertise, un conseil, une prestation de service de qualité basée sur la transparence, la fiabilité, l'intégrité et conforme aux meilleures normes et pratiques. L'objectif d'un géoscientifique ou d'un géologue au sens général du terme, c'est vraiment cette intégrité, cette transparence et cette exigence de qualité. Or, c'est, cette exigence de qualité nécessite une garantie. Euh, Comment dire qu'on est bon, qualifié? Et bien justement, c'est ce que visent à apporter des titres de reconnaissance professionnelle tels que le titre de neurogéologue. Ces titres reposent sur les qualifications et l'expérience du géologue, hein, et sont délivrés par des organismes professionnels reconnus en géosciences
sur la base d'un système de parrainage. Et il en existe partout dans le monde. J'en ai cité quelques-uns. Alors, vous avez, par exemple, aux États-Unis, le Certified Professional Geologist, CPG, en Australie, les Registered Professional Scientists, RPGO. Vous avez au Canada les Professional Geologists, Charter Geologists au Royaume-Uni, etc., etc. Et en Europe, il en existe un à l'échelle européenne, c'est le titre de géologue européen, aussi appelé Eurogéol, euh, qui est, euh, qui est commun à 27 pays européens et délivré par la Fédération européenne des géologues. Euh, la mondialisation de l'économie, amenant les géologues à exercer internationalement, ces titres facilitent en plus la mobilité en jouant le rôle de passeport permettant la pratique professionnelle extra-frontière. Dans ce contexte devenu international et exigeant en termes de qualité, il n'est pas étonnant de voir la profession de géologue de plus en plus réglementée. Et ce peut se comprendre, vous n'engageriez sûrement pas un avocat ou un comptable ne détenant pas de carte professionnelle. Pareil, vous ne permettriez pas à un chirurgien non qualifié de vous opérer. Il en va de même pour les géologues au sens large du terme. Certains pays, d'ailleurs, exigent euh, que le géologue possède une licence ou une carte professionnelle juridiquement exigée pour pratiquer la profession. Ces licences sont typiquement délivrées par des organisations professionnelles reconnues qui évaluent le niveau d'expertise du candidat. Alors, il y a 10 pays européens qui exigent cette carte professionnelle, notamment, vous l'avez sur la carte à droite, en orange, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, etc., la Grèce, etc. Et donc, en France, par contre, la profession n'est pas réglementée, quelles que soient les disciplines, y compris pour les hydrogéologues. Et alors, d'où cette exigence de qualité, d'où cette professionnalisation avec ces titres, hein, et ce besoin de certification est né s'est développé à la fin du XXe siècle, impulsé par le secteur minier. Pourquoi le secteur minier? Parce qu'il est devenu très capitalistique avec l'intervention des marchés boursiers. Et l'objectif premier était de protéger les marchés financiers, euh, les financeurs. Le secteur minier a connu de nombreuses fraudes et scandales, et je vais citer l'affaire Brix dans les années 90. Il s'agit d'une société canadienne qui faisait de l'exploration pour l'or en Indonésie et qui a falsifié les résultats de ses travaux de forage en saupoudrant les échantillons de paillettes d'or achetées auprès d'orpailleurs dans le voisinage. Ce scandale, donc le scandale a été révélé, il y a même eu un décès, il y a eu un film qui a été tourné là-dessus. En tout cas, dans les années 80-90, ces scandales ont secoué les places boursières et ont imposé aux sociétés listées des instruments de régulation, régulant les communications des résultats de leurs activités avec un modèle de rapport standard, une terminologie cohérente, une garantie de transparence et une assurance qualité. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de protéger les investisseurs en communiquant des rapports euh, compréhensibles et comparables, engageant la responsabilité personnelle des personnes en charge d'élaborer ces rapports. Et c'est dans ce contexte qu'ont émergé des codes, des normes pour les ressources minérales. Vous avez le code JORC australien, la norme I 4301 canadienne. C'est aussi dans ce contexte qu'ont été introduites les notions de
personnes qualifiées et personnes compétentes. En anglais, competence or qualified person, c'est-à-dire des personnes habilitées à signer des rapports de résultats de ressources, réserves pour le secteur minier. Mais maintenant, ça s'étend aux autres disciplines des géosciences à signer des rapports techniques. Euh, donc, une personne qualifiée, c'est en premier lieu un individu et non une compagnie, non une société de services qui possède un haut niveau de qualification et un nombre suffisant d'années d'expérience dans son domaine, qui est reconnu par ses pairs au sein d'une organisation professionnelle accréditée par les autorités de régulation des marchés. Autrement dit, elle doit être capable de consentir à la publication de son rapport dans le domaine public, son rapport fondé sur ses travaux, et donc à accepter la responsabilité des informations qu'elle a fournies. Sa réputation est remise en question en cas de divulgation d'informations dont le caractère fallacieux ou trompeur est démontré, et jusqu'à radiation de l'organisation professionnelle auquel la personne compétente ou qualifiée est enregistrée. Alors, il existe, donc chaque pays ont développé dans le secteur des ressources minérales des codes. Ce n'est pas votre domaine. Maintenant, tous ces codes sont rassemblés au sein d'un comité international qu'on appelle le CRISCO, qui est à 95% compatible entre les codes nationaux et qui, bon, il y a toujours des spécificités nationales. Mais très vite, on rejoint d'autres secteurs des géosciences, notamment le pétrole et le gaz, qui ont développé leur propre système aussi, le Ressources Petroleum Management System. Vous avez dans le domaine de la géotechnique en Europe la série des Eurocodes, et les évolutions tendent à indiquer qu'il s'agira pour les géotechniciens d'être qualifiés, d'avoir cette notion de personne compétente. Et vous avez aussi, et ça vous en avez sans doute entendu parler, la classification cadre des Nations Unies, qui, elle, englobe un plus large spectre de ressources, puisqu'il y a non seulement les ressources minérales, mais aussi fossiles, et aussi l'eau, la géothermie, les ressources d'origine anthropique, notamment tout ce qui est recyclage. Donc, spectre plus large de ressources, incluant l'eau, et aussi spectre plus large de parties prenantes, puisque la classification 4 des Nations Unies s'adresse non seulement aux financeurs, mais également aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et aux représentants de la société civile. Donc, la classification cadre des Nations Unies est compatible entièrement avec le système CRISCO dans le domaine des ressources minérales. Il y a une différence, c'est que la classification cadre des États-Unis n'oblige pas à ce que le rapport soit signé par une personne compétente. Voilà, c'est la différence. Ceci dit, un rapport signé par une personne compétente dans le cadre de la classification cadre des Nations Unies a beaucoup plus de valeur. Ça booste, si vous voulez, le niveau de garantie de qualité des informations divulguées. Donc, comment fonctionnent ces titres? Donc là, je prends l'exemple
du titre de géologue européen qui s'adresse à nous directement, étant français. C'est le seul titre international, hein, enfin déjà européen et internationalement reconnu, qui est délivré par la Fédération européenne des géologues. Alors, cette fédération, c'est une fédération d'associations nationales. Il y a actuellement 27 membres représentant 26 pays. Hein. L'Italie a deux membres. Ça regroupe 45 000 géologues au sens large du terme, pas seulement des géologues du secteur minier. Et, donc l'objectif premier de la Fédération européenne des géologues a été la création et est toujours le développement du titre de géologue européen. Il y a actuellement environ 1300 géologues européens, toutes disciplines confondues. Ce titre a été créé en 1993. Concrètement, comment fonctionne, comment être géologue européen, ce n'est pas si compliqué. Comme tous les titres professionnels des autres associations que j'ai citées, se fonctionne sur 4 piliers. Le premier, c'est des diplômes et qualifications académiques et l'expérience professionnelle. Il faut minimum 9 ans, bac plus 3 complété de 6 années d'expérience professionnelle ou bac plus 4 complété par 5 années d'expérience professionnelle. Donc ça, il faut donc un certain niveau de qualification et d'expérience. Il faut ensuite signer une charte éthique. Alors, cette charte éthique intègre les valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de conscience professionnelle et engage la responsabilité morale du géologue. Ce code comporte des clauses de protection et de respect des personnes tiers, excluant notamment tout comportement discriminatoire et de harcèlement. Donc, il y a à signer ce code éthique et à s'y maintenir. Et il y a ensuite une exigence de développement professionnel continu. Chaque année, le géologue européen est obligé de démontrer qu'il a suivi des formations. Alors, ça peut être de l'auto-formation, ou alors de la participation à des congrès, ou alors des publications, ou alors des interventions lors de congrès, ou des implications dans des organismes professionnels, etc. Les titres sont renouvelables annuellement et comme chaque reconnaissance professionnelle, cela fonctionne sur un système par des pairs. Autrement dit, il faut 2 sponsors, 2 parrains, dont au moins un est géologue européen et connaissent le parcours du candidat. Et c'est là la difficulté pour les hydrogéologues et la difficulté qu'on a eue pour Nicolas Rey, justement, c'est qu'il n'y avait pas, il est reconnu il fut très reconnu au Canada avec des sponsors accrédités canadiens, mais aucun géologue européen. La société, et notamment français, qui connaissait son parcours. Et donc là, la Société géologique de France s'est portée garante, a appuyé son dossier et a pu le faire intervenir. Et donc, plus il y a d'hydrogéologues, plus ce sera facile d'intégrer et de parrainer des hydrogéologues dans ce titre-là. Je vous disais que ce titre est important parce qu'il est reconnu internationalement. Il a signé beaucoup d'accords de reconnaissance mutuelle avec des organismes américains, canadiens. J'en ai cité d'autres. Vous avez peut-être entendu parler des projets ERAMIN ou du système interomatériel. Vous avez plein d'organismes professionnels. Et donc, autrement dit, en étant eurogéologue, hein, on peut garantir une certaine, en plus d'une garantie de qualité, on assure une certaine mobilité.
Alors, qui sont les eurogéologues? Bien entendu, historiquement, c'est majoritairement les personnes du secteur de l'industrie minérale. Vous voyez la grande barre verte ici. Vous avez ensuite tout ce qui est domaine de la géotechnique. Et pour l'hydrogéologie, c'est la barre en orange, environ 10-15% d'hydrogéologues. Et ces hydrogéologues viennent des pays où il y a des exigences de carte professionnelle pour exercer son métier. Donc, ce sont des Italiens, des Espagnols, des Anglais ou des Polonais. Euh, et il n'y a pas encore de Français, c'était Nicolas Ray, puisque en France, c'est basé sur du volontariat. Juste la dernière diapo vous fournit vraiment concrètement comment candidater. Je suis moi-même directement disjoignable pour vous expliquer plus amplement la procédure. Donc, le prérequis, c'est d'être adhérent à la Société géologique de France, mais c'est là que le Comité français des hydrogéologues peut s'entendre avec la Société géologique de France. Il y a un travail à faire pour une reconnaissance mutuelle dans le cadre de l'obtention pour ne pas avoir à cotiser à la fois à la CFH et à la fois à la SGF. Je pense que en tout cas la SGF est ouverte et a justement comme mission de fédérer toutes les associations géoscientifiques nationales. C'est son objectif. C'est pas de se substituer, mais de fédérer. Mais donc là-dessus, peut-être qu'il peut y avoir un accord à signer et, et à partir de là, il faut trouver un système de parrainage. Hein. Donc là, la Société géologique de France et le Comité français des hydrogéologues peuvent appuyer les dossiers. Je, je vais finir mon intervention ici. Euh, Peut-être laisser la parole à Nicolas pour qu'il illustre un petit peu ses motivations et son parcours. Hein. Je m'appelle Nicolas Rey. J'ai fait un parcours à Montpellier dans un premier temps, d'abord en sciences de la Terre et de l'environnement, euh, en licence. Puis j'ai ensuite enchaîné sur la maîtrise. Bon, à l'époque, ça s'appelait gestion et évaluation de la ressource en eau. Je crois que le master a changé de nom depuis. À la suite de mes études en France, j'avais un peu le goût de l'aventure à l'époque et bon, après un passage en stage de fin de cursus à Pau, au centre scientifique de Total, j'ai décidé de partir de m'expatrier au Canada pour voir si j'y étais et puis j'ai j'ai commencé par aller à un congrès, le Québec Mine, à l'époque pour voir un petit peu ce qui se faisait dans le domaine de l'environnement minier, puisque j'ai vu que j'avais entendu dire qu'il y avait des opportunités dans ce domaine-là. Euh, et donc, effectivement, il y avait des opportunités puisque je me suis fait offrir l'opportunité de suivre un autre stage là-bas, dans un laboratoire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'ai appris ensuite que c'était le principal pôle de recherche académique euh, dans le domaine de l'environnement minier au Canada. Et puis à la suite de ce stage, que je trouvais très intéressant, j'ai enchaîné sur un doctorat, donc dans appliqué à l'optimisation de systèmes de couverture géotechnique pour la restauration des sites miniers, en particulier des zones d'accumulation de rejets, dans le but de contrôler euh, les phénomènes d'oxydation et de lixiviation de certains contaminants. Et puis à la suite de ce doctorat que j'avais réalisé donc avec un peu l'équivalent de la bourse CIFRE pour la France. Donc là, c'était la bourse BMP euh, du ministère du Québec, qui
une bourse en milieu pratique. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans au sein de la structure d'une mine en Abitibi. Donc j'ai eu l'occasion de participer aux travaux de surveillance du site et de la surveillance de la qualité d'eau, de l'intégrité des structures, etc., etc. Tout en travaillant sur le site et en menant des expériences liées à mon doctorat sur des installations expérimentales à échelle intermédiaire de terrain pour tester et optimiser le design des couvertures que j'évaluais. Et puis à la suite de ce doctorat, j'ai eu la chance de me voir offrir l'opportunité de travailler pour une compagnie euh, de consulting en environnement minier qui était basé en Ontario, à côté de Toronto. Donc là, j'ai eu un mentor assez talentueux dans le domaine qui maintenant est en pseudo-retraite. J'ai l'impression que les spécialistes ne sont jamais vraiment à la retraite, mais qui a quitté donc cette compagnie qui d'ailleurs, j'ai appris récemment, a été rachetée par une compagnie française. Cette compagnie s'appelle Ecometrix, elle a été rachetée par Aegis. Et voilà, après 4 ans passés à arpenter un peu le Canada, travailler sur différents sites miniers, donc à peu près une vingtaine de sites miniers, j'avais quand même envie de rentrer au pays. C'est d'autant plus que j'ai appris que bon, on entendait parler du projet Émilie, on entendait qu'il y avait un frémissement euh, de l'exploration de l'activité minière en France. Donc j'avais envie de rentrer, mais je ne savais pas exactement comment m'y prendre, parce qu'effectivement, euh, une expérience canadienne ne se traduit pas forcément en reconnaissance dans le cas, un contexte plus français et européen. Donc au moment de partir, j'ai eu la chance de trouver de tisser des liens avec un, ce qui était aujourd'hui mon associé au Canada. Donc une personne qui a créé sa propre compagnie et qui m'a recruté pour travailler avec lui en tant qu'associé. Euh, et donc, je suis rentré en France grâce à cette opportunité, ce qui me permet de continuer de travailler avec le Canada sur des projets miniers très intéressants. On a récemment travaillé sur le plus gros projet de lithium canadien, enfin canadien plus que canadien, d'Amérique, et en devenir, qui est le projet, alors il s'appelle le projet Shakichu-Wanan, c'est bien difficile à prononcer. Donc c'est un projet de lithium donc, mon travail là-dedans, c'était de la géomodélisation, de la modélisation des haldes stériles et des processus de lixiviation de l'arsenic pour essayer de mettre en place des protocoles de ségrégation des stériles pour limiter la nécessité avoir à utiliser des quantités énormes de géomembranes pour limiter les infiltrations et les potentielles résurgences dans le milieu récepteur environnant. Donc, comme les géomembranes coûtent très cher, donc ils font appel à des hydrogéochimistes, hydrogéologues pour voir comment ils peuvent limiter leur utilisation. C'était notre mandat avec cette compagnie. Et puis donc, depuis, j'essaye de travailler sur les projets miniers, avec un petit peu de succès. Ça commence petit à petit. Je vois qu'il y a de plus en plus de petits projets d'exploration en France. Et j'essaie de me greffer avec là-dedans. Et pour moi, donc, puisque c'est le sujet, euh, la Fédération européenne des géologues, d'ailleurs, je remercie Philippe, sans qui ça aurait été très difficile de pouvoir y rentrer, comme il vous l'a expliqué. Pour pouvoir être membre, il faut être parrainé par des personnes qui y sont déjà, deux, idéalement. Et moi, ayant passé 10 ans au Canada, ayant finalement assez peu de contact avec le milieu français. Euh, et puis, j'ai regardé dans la liste si des anciens professeurs de l'Université de Montpellier, par hasard, il n'y était pas encore. Et il s'avère que j'étais le premier hydrogéologue, apparemment. Donc effectivement, la Société géologique de France, et en particulier Philippe, ont poussé ma candidature. Et en fait, pour moi, l'enjeu étant, voilà, loin de la France pendant longtemps, c'était de faire valider mon cursus
professionnels, académiques et professionnels canadiens, afin de pouvoir être reconnu en France et en Europe, éventuellement pouvoir travailler donc, sur des projets français et européens. C'était aussi une opportunité de rencontrer des professionnels, de développer un réseau. Et puis, comme je vous ai dit précédemment, donc j'étais au Canada et là-bas il y a les systèmes d'ordre de géologues pour ce qui est du Québec ou de professional geophysicists pour ce qui est de l'Ontario notamment. Mais chaque province canadienne a ses ordres de géologues qui ont en plus de la fonction donc d'harmonisation des compétences et de garantie d'une approche éthique de la discipline, etc., ont un statut réglementaire qui est nécessaire, comme Philippe l'a bien expliqué précédemment. Donc, la Fédération européenne des géologues, à ma connaissance, n'a pas ce statut pour l'instant. Je voudrais pas parler pour la fédération, mais je pense que c'est une opportunité. Enfin, en tout cas, les Canadiens utilisent ces ordres-là pour réglementer et puis aussi pour protéger la discipline. D'ailleurs, petite anecdote, le premier ordre canadien, c'était l'ordre des ingénieurs qui avait été créé au début du siècle dernier à la suite de l'effondrement d'un pont qui avait causé beaucoup de morts. Et donc, la légende raconte que les ingénieurs du Québec portent, une fois qu'ils rentrent dans l'ordre, ils portent une bague qui est soi-disant, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais fabriquée à partir du métal de ce pont-là. Et tous les ordres ensuite professionnels ont été créés dans la foulée de ça. Et effectivement, c'est une garantie de, de technicité des ouvrages, que ce soit en ingénierie, mais aussi également en géologie. Garantie pour les investisseurs que, que, que les ressources soient convenablement estimées, et puis plus récemment, dans le cadre de l'environnement, de s'assurer qu'on ne court pas des catastrophes du point de vue environnemental également. Et donc, ça pourrait être, je pense que c'est un enjeu européen de garantir donc euh, la protection de l'environnement de façon harmonisée, et puis de faciliter les échanges au niveau européen, et de protéger aussi notre profession de potentiellement de, d'influences extérieures, puisque s'il y a un développement de l'industrie minière en France, par exemple, on risque d'avoir beaucoup de compagnies internationales qui risquent de vouloir rentrer dans la partie, et ça pourrait être l'occasion pour les géologues français, hydrogéologues français, de défendre leur précaré dans un contexte de souveraineté. Bon, évidemment, ça c'est moi qui en parle, je ne sais pas si c'est un des enjeux de la fédération européenne, enfin en tout cas. C'est comme ça que je vois les choses. Et puis, effectivement, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des professionnels. Et c'est un enjeu très important pour moi, qui suis un indépendant en France et qui a été longtemps expatrié, et donc n'a donc pas un réseau très développé à ce stade. Et donc, je découvre aujourd'hui le comité français d'hydrogéologie. Je m'excuse de ne pas vous avoir euh, découvert avant, mais je suis intéressé éventuellement d'étudier la question pour vous rejoindre. Ça pourrait être une autre façon pour moi de rencontrer des professionnels. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, ce que je trouve intéressant dans cette certification-là, c'est qu'on n'est pas sur une certification, alors on n'est pas sur quelque chose de payant pour rapport à une entreprise. On voit apparaître aujourd'hui pas mal d'organismes qui font un peu du lobbying auprès notamment des instances publiques. Je pense à l'OPQIBI notamment, où voilà, une certification qui est payante et en gros, si vous payez, vous avez la certification, quelles que soient vos compétences et vos références. Et voilà, il y a beaucoup d'acheteurs publics qui sont sensibles à ce lobbying et on le voit apparaître dans les appels d'offres, alors qu'il n'y a pas de derrière, il n'y a aucun sujet de fond. Donc là, on est plutôt, si j'ai bien compris, sur des certifications individuelles, plus que sur des certifications de société. Donc voilà, qui se basent Absolument. sur voilà, de la connaissance d'autres personnes et puis du coup à dire une reconnaissance d'un organisme public. Bon, ici, la, voilà, une association, hein, la Société des Géologues de France, qui est une association. Voilà, donc du coup, je trouve effectivement ça. C'est intéressant et on y vient. Alors, je sais pas si en France ce sera ça et ça dépendra de sa certification, mais j'imagine que oui, ce sera fait comme dans les autres pays avec des cartes professionnelles.
Alors, c'est pas à l'ordre du jour en France, et j'en ai pas encore entendu parler, mais il y a quand même des chances qu'à terme, on soit obligé d'être certifié. Et je pense que pour la Société des géologues indépendants, ça rajoute une plus-value à votre profession. Dans votre CV ou dans vos teasers, quand vous répondez à des appels d'offres, dire que vous êtes eurogéologue, ça ajoute une qualification. Voilà. En gros, ça coûte 200 euros par an. Oui, oui. Puis Voilà. enfin, de Donc, toute façon, en gros, c'est ça. C'est mhm. individuel, comme vous avez dit, ça coûte 200 euros par an. La plus grande difficulté est le système de parrainage, mais là, je pense qu'avec la SGF et avec le CFH, on peut travailler dessus pour avoir un appui renforcé et puis des connivences. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une discussion en aparté, Christian, hein. Mais moi, j'encourage la Société des géologues indépendants d'avoir ce titre, hein, tout à fait. Un petit Pas de complément, choses. une vision un peu complémentaire. Alors moi, je suis, comment dire, si vous voulez mon CV, il est sur LinkedIn, il est assez complet. J'ai commencé par de la carte géologique dans le Quaternaire et entre autres passages, j'ai fait quelques années comme responsable des deux Normandies, des services géologiques régionaux du BRGM. Donc j'ai une vague idée de ce que peuvent être les hydrogéologues en région, que ce soit à travers comment dire, les ARS maintenant ou les structures qu'il y a. Et le karst de la Craie ou les sols pollués de la Basse-Seine, ça me parle un peu. Pour éclairer un petit peu le discours un peu autrement, c'est vrai que les géologues miniers sont de plus en plus soumis à ça. Et à échelle internationale, je dirais, il y a grosso modo les Canadiens et les Australiens qui drivent l'ensemble. Et les Européens sont plus ou moins en train de combler leur retard petit à petit, surtout plus en Europe de l'Est, parce que là-bas, il y a encore des mines et on y travaille encore. Côté français, notre structure et notre historique fait que c'est un petit peu marginalisé pour l'instant. Je pense que si on n'y prête pas attention, ça va nous revenir dans le nez de façon plus brutale et plus imposée par le haut que si on arrive à négocier petit à petit des choses, je veux dire, intelligentes et européennes. Et ça concernera pas que le minier, parce que derrière le minier, il y a aussi du financement et de plus en plus de banques, par exemple, pour savoir si un dossier est bankable, comme ils disent, ils vérifient qui l'a fait, dans quel sens, avec tout un tas de critères qualité. Un des critères qualité vis-à-vis des certifications minières vient de ce genre de label. Et derrière ce label-là, les études d'hydrogéologie, c'est pas à vous que je vais apprendre le souci qu'on a de l'eau souterraine en France vis-à-vis du minier. Il y aura intérêt de plus en plus vis-à-vis du banquier d'avoir des gens qui auront un label individuel compatible avec le dossier qu'ils présentent. Donc je pense que cet élément-là est à réfléchir. Il y a la même dimension problématique au niveau de la géotechnique. Il y a un deuxième point qui me paraît être intéressant à vous souligner aussi, c'est le côté concurrence intra-européenne. C'est que petit à petit, il y a un certain nombre de pays européens qui s'y mettent avec des obligations légales qu'on ne connaît pas en France. De mémoire, en hydrogéologie, hormis être labellisé ARS comme hydrogéologue agréé, je crois qu'il n'y a pas d'autres labels professionnels concernant la profession. Si ça vient par l'Europe, je dirais la notion ARS sera peut-être un peu marginalisée par rapport à une vision un peu artillerie lourde, et donc de commencer à s'en préoccuper puis d'en discuter entre vous me semblerait pas idiot dans le futur, sans vouloir vous imposer une cotisation pour l'instant. Et puis, il y a sur un autre plan, je dirais, vis-à-vis, j'ai aussi fait dans ma vie des réponses à appels d'offres internationaux. De plus en plus, les Français se font jeter de l'Afrique de l'Ouest pour diverses raisons, mais de plus en plus, ils sont remplacés par des anglo-saxons qui arrivent avec leurs pratiques. Et leur pratique, c'est notamment d'avoir ce genre de label professionnel d'entrée de jeu à titre individuel. Les Africains, qui sont pas idiots du tout, vont très vite aussi suivre cette logique-là. Moi, j'ai eu des appels d'offres à répondre au niveau de la Banque mondiale où on nous demandait déjà ce genre de label. Donc, je pense qu'en termes d'éclairage, ça vaut peut-être le coup de commencer à y réfléchir entre vous pour voir un peu comment aller dans ce sens dans le sens de l'histoire, sans pour autant, je vais dire, subir des impositions qui seraient pas notre culture. Voilà ce que je voulais vous rajouter. On voit bien que tous les hydrogéologues ne sont pas adhérents au Comité français d'hydrogéologie. Donc, de toute façon, on a plein de collègues, et quel que soit
le secteur d'activité, hein, que ce soit public, privé, grosse, petite structure, euh, bon, qui vivent très bien leur vie sans être adhérents au CFH, comme on a plein de géologues qui ne sont pas adhérents donc à cette certification Eurogéol. Et ça nous pose aussi un peu une autre question de se dire, mais comment arriver à convaincre les collègues un peu de s'intéresser à ce genre de collectif? Et je ne sais pas si vous avez regardé ça même au niveau français. Par exemple, Philippe, dans les adhérents de la SGF, il y en a combien qui sont aussi eurogéologues, par exemple? Alors, la SGF, c'est environ 1000, c'est plus de 1000 adhérents et on est 53 eurogéologues. Ce n'est pas D'accord. beaucoup. Pourquoi? Parce que, c'est pas une obligation, c'est encore basé sur du volontariat. Si vous regardez les statistiques en Mhm. Espagne, en Italie ou en Angleterre, etc., là, ça change beaucoup puisque ils sont obligés d'avoir une certification. Ensuite, l'autre aspect, c'est que le secteur minier français est quasiment inexistant. La plupart des eurogéologues travaillent soit dans le géotechnique, mais surtout dans l'industrie extractive. Alors, ça peut être aussi bien les mines que les carrières, que les sables, etc. Et en fait, ce sont les entreprises qui leur demandent d'être eurogéologues, les entreprises du privé. Euh, bon, vous avez Orano, Imerys, euh, Eramet, Sibelco, les cimentiers aussi commencent à demander à ce que leur géologue aient des qualifications. Donc, je dirais, pour les personnes du secteur public, tant qu'il n'y aura pas d'obligation, je n'ai pas d'argument. Voilà. Mhm. Pour le secteur privé, que ce soit les grandes entreprises ou les petites entreprises ou les fournisseurs de services, là, c'est facile. Ça booste un CV, ça booste la réponse à un appel d'offres, ça garantit le degré de qualification, ça montre l'aspect international, la connexion. Donc là je ne sais pas s'il existe. Moi, j'ai une question aux hydrogéologues. Existe-t-il une certification, un label qualité pour les hydrogéologues? Existe-t-il un système de reconnaissance internationale? Parce qu'il me semble qu'un hydrogéologue ne pourra pas pratiquer en Espagne s'il n'a pas son titre, de titre reconnu. Je pense que les grandes entreprises style Veolia, bon, je ne suis pas du domaine, mais dont les grandes entreprises dans le domaine de l'eau euh, sont très demandeuses de personnes qualifiées et de garanties de qualité. Alors, je vais pouvoir répondre partiellement, parce que je travaille beaucoup avec Oui, les entreprises des carrières, que ce soit sur de la modélisation, du raménagement, des prospections de sites ou la gestion de l'eau en général, mais aussi de la géologie fondamentale. Et oui. pour l'instant, personne ne m'a jamais demandé voilà, ce genre de certification ou de titre. Donc Mhm. aujourd'hui, Et en France ou non, non, à Alors, l'international? en France, à l'étranger, Ah oui. je connais pas trop, mais en France, c'est pas du tout quelque chose qui est dans les mœurs des entreprises Mhm. minières. Oui, parce qu'en France, c'est pas, il n'y a pas de cette exigence-là. Les compagnies que j'ai citées, elles travaillent à l'international. Et Et donc, même du coup, ils sont Sibelco, je obligés. travaille aussi pour eux, Oui. Cemex, Lafarge, donc c'est des grosses sociétés qui ont des agences un peu partout à l'international et en tout cas les interlocuteurs en France, voilà, n'ont pas ces demandes-là. Peut-être ça viendra, mais Ah ben, aujourd'hui à c'est, Sibelco, on a des eurogéologues de Sibelco et Lafarge. j'imagine, oui, oui, tout à fait. Non. Ouais. Mais qui sont plus dans la définition des ressources.
Il va falloir qu'on s'organise un petit peu par le bas pour effectivement pas attendre qu'il y ait des choses qui nous tombent dessus de façon arbitraire et pas forcément concertée. Le CFH est de toute façon membre institutionnel de la SGF, donc on, on échange déjà régulièrement. Donc effectivement, c'est de mettre ce point à l'ordre du jour et de se dire, tiens, que peut-être s'il y a des hydrogéologues qui candidatent à ce titre, que peut-être ça peut être l'occasion pour la SGF, entre guillemets, de déléguer cette caution scientifique au CFH. C'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Juste même au niveau national, dans les négociations, enfin les discussions avec l'État, ça peut donner un peu plus de poids. Enfin, on sort d'une grève des hydrogéologues agréés qui n'a pas donné entièrement satisfaction, voire pas du tout, malgré un an et demi de grève. Et alors, en plus, on a eu les problématiques de changement d'interlocuteur au gouvernement qui n'ont pas aidé, mais la considération du métier par services de l'État et même les ARS, et bon, on est un peu tombé des nues quand même. Donc, ça peut être ce genre de reconnaissance aussi internationale du métier qui peut aider sur des discussions, voilà, ne serait-ce qu'en interne en France avec les services de l'État. Même au niveau des services de l'État, il y a une méconnaissance des enjeux, des problèmes qui est parfois assez stupéfiante, quoi. Et peut-être que effectivement, ça serait plus facile pour eux s'ils avaient identifié une structure ou quelques structures un peu de référence à qui ils délégueraient une partie de leurs questions, parce que visiblement, dans les cabinets aujourd'hui, effectivement, ils changent beaucoup. On n'est pas sûr d'avoir des interlocuteurs très au courant des dossiers. C'est pareil pour le secteur minier. Je crois que ça rebondit sur ce qu'a dit Patrick, tout à fait. Alors, Christian, pour revenir à l'aspect SGF, CFH, je verrais plutôt la SGF est la seule association nationale dans le domaine des géosciences affiliée à la FEG. Donc, le travail qu'il y aurait à faire, c'est de faire reconnaître une adhésion CFH par la SGF sans avoir à cotiser à la SGF. C'est là-dessus que, et donc la SGF accepterait de reconnaître un membre du CFH qui veut être géologue européen comme membre de la SGF. Un Et petit détail par rapport au service de l'État. Je ne dirai pas ce que j'en pense, je serais très malséant. Mais souvent, ces gens-là obéissent aussi à des règles qui leur descendent de l'Europe. Donc, le fait d'avoir réfléchi avant et d'être dans des groupements techniques qui permettent de faire remonter ce qu'on a envie de voir se faire proprement et de les voir redescendre après par l'Europe peut aider au scénario que vous signaliez et auquel je souscris, hélas.